Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de tous les exercices d'examen sur lesquels tu pourras tomber en première année de droit. Tu débarques à la fac de droit et tu penses que c'est simplement la matière de droit que tu vas devoir assimiler. Tu te trompes complètement parce qu'en plus, il faudra que tu acquières la méthodologie des exercices juridiques. Alors combien il y a d'exercices juridiques à connaître? Lesquels sont-ils? Et qu'est-ce qu'il faut que tu retiennes de tous ces exercices? C'est l'objet de cette vidéo. L'objectif vraiment, c'est que tu comprennes sur quoi tu vas tomber en examen à la fac de droit, quels sont les exercices que tu dois maîtriser. Et l'objectif aussi de cette vidéo, c'est que tu acquières le vocabulaire de ces exercices bien particuliers. Alors, il y a un exercice qu'on va traiter très rapidement dès le départ, c'est la dissertation. C'est un exercice que tu connais déjà, c'est un exercice qui existe aussi à la fac de droit, mais sa petite particularité, c'est qu'à la fac de droit, la dissertation, c'est uniquement 2 parties et 2 sous-parties et il n'y a pas de conclusion. Il y a bien une introduction. Tu ne fais pas 3 parties comme tu as certainement l'habitude de faire au lycée. C'est vraiment 2 parties et 2 sous-parties avec une introduction très simple comme tu as l'habitude de faire et tu ne conclus jamais à la fac de droit. Disons que l'exercice de la dissertation juridique, c'est plus facile. En tout cas, moi, c'était le sentiment que j'avais quand je suis arrivée à la fac de droit en me disant mais génial, j'ai que 2 parties à trouver. Donc globalement, la thèse, antithèse, c'est toujours ce qui fonctionne le mieux. Moi, c'est ce que je conseille à mes étudiants de première année. On cherche pas à faire quelque chose de difficile, on cherche pas à être un artiste ou à faire l'original. L'objectif, c'est que ça passe et qu'on ait des bonnes notes. Donc thèse, antithèse, c'est ce qu'il y a de mieux. Répondre dans un grand 1 oui et dans un grand 2 non, ou principe limite, ça fonctionnera tout le temps. Et d'ailleurs, je profite de cette vidéo pour te rappeler que tu peux retrouver la collection 1000 QCM en droit des personnes, droit de la famille, mais également en droit constitutionnel et institutions de la 5e République directement sur librededroit.fr ou encore à la Fnac ou Cultura, là où tu préfères commander. C'est en description. Deuxième exercice juridique que tu vas découvrir cette fois à la fac de droit, c'est bien sûr le cas pratique. Le cas pratique, comme son nom l'indique, c'est un exercice qui a vocation à te raconter une petite histoire et qui a pour objectif de te pousser à réfléchir et à donner une réponse juridique. En fait, dans cette situation, dans le cas pratique, tu es l'avocat et tu vas présenter une réponse juridique à ton client ou encore au juge. L'objectif, c'est que tu montres au professeur que tu sais maîtriser ton code civil et que tu connais évidemment les règles de droit. Le cas pratique, c'est un exercice qui est très sympa. Alors, petite information, il n'y a pas toutes les facs de droit qui proposent l'exercice du cas pratique dès la première année. Moi, quand j'étais en L1, on a fait du cas pratique, on a fait des autres exercices juridiques, mais je sais que dans d'autres facs, le cas pratique ne se voit qu'en 2e année de droit. Le cas pratique, en gros, c'est donc une question juridique qu'on va te poser et tu dois y répondre en suivant une méthodologie. En fait, clairement, si tu fais pas la méthodo à la fac de droit, ne compte pas du tout sur l'apprentissage de ton cours pour avoir une bonne note. La méthode, c'est ce qui va constituer minimum 50 à 60% de ta note d'examen. Si tu ne maîtrises pas la méthode, malheureusement, tu as beau avoir les bonnes réponses, c'est pas ça qu'on va noter. Donc pour le cas pratique, ta réponse doit suivre une chronologie qu'on appelle le syllogisme juridique. Le syllogisme, c'est une manière de répondre qui est constituée de 3 parties. La majeure, la mineure et enfin la conclusion. Oui, je sais, c'est des termes qui sont pas tout à fait naturels, on se demande bien pourquoi est-ce que ça s'appelle majeure, mineure, conclusion. Bon, conclusion, ça devrait aller. Pour ce qui est de la majeure, eh bien sache que c'est la partie, le petit paragraphe dans lequel tu vas donner l'article de loi qui se situe dans ton code que tu souhaites utiliser pour pouvoir donner ta réponse juridique. La majeure peut également contenir de la jurisprudence. La jurisprudence, c'est les décisions de justice qui permettent justement d'interpréter les articles de loi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'interpréter les articles de loi? Parce que les articles de loi sont rédigés d'une certaine manière. En fait, les articles de loi sont assez généraux, ce qui permet d'englober un maximum de situations. C'est pour ça qu'on demande au juge de parfois préciser des termes ou encore l'application de cet article aux situations. Donc dans la majeure, tu vas pouvoir donner l'article de loi et tu peux en plus de ça illustrer avec la jurisprudence qui pourrait être intéressante dans ton cas précisément. En ce qui concerne la mineure maintenant, c'est l'application des faits par rapport à ta règle de droit. En fait, dans la mineure, tu dois réexpliquer les éléments importants de la petite histoire qui permet finalement de comprendre pourquoi tu as utilisé l'article au-dessus dans la majeure. Enfin, dans la conclusion, tu dois conclure en une seule phrase. Attention, dans le syllogisme, on ne se répète pas. Si tu utilises un article dans la majeure, tu as interdiction de réutiliser l'article dans la mineure ou le reciter encore
pire dans la conclusion. La majeure, c'est uniquement les articles de loi ou la jurisprudence. La mineure, c'est uniquement les faits. Et la conclusion, c'est juste une phrase. Je te fais un petit exemple. Julien et Thomas souhaitent se marier. Ils souhaitent savoir si c'est possible. Car ils se demandent si le mariage homosexuel est licite. Dans la majeure, tu vas utiliser l'article qui parle justement de la définition du mariage et qui peut se marier. Tu vas nous dire, d'après l'article tant du Code civil, le mariage, c'est l'union entre deux personnes physiques de même sexe ou de sexe différent. Ensuite, dans la mineure, tu vas nous rappeler ce qui se passe dans notre affaire. Nous avons un couple d'hommes homosexuels qui souhaitent se marier. Conclusion, les deux hommes pourront se marier, le mariage étant ouvert aux couples de même sexe et aux couples de sexe différent. Et c'est tout. Donc voilà une petite illustration d'un cas pratique. Bien entendu, ça se complexifie avec les matières et avec les années. Maintenant, le troisième exercice que tu vas découvrir, c'est bien sûr la fiche d'arrêt. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? La fiche d'arrêt, c'est un petit résumé méthodologique d'un arrêt. Mais la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un arrêt? Un arrêt, c'est une décision de justice qui est rendue soit par la cour d'appel, soit par la cour de cassation, soit encore par le Conseil d'État. Tout ce qui est jugement, c'est forcément des décisions qui sont rendues en premier degré. Donc la fiche d'arrêt, c'est simplement un résumé d'une décision de justice rendue par une cour d'appel ou encore par la cour de cassation ou le Conseil d'État. En première année de droit, tu vas surtout faire des décisions rendues par la cour de cassation. Donc comment faire une fiche d'arrêt? Comme je t'expliquais, c'est un résumé d'un arrêt, mais c'est un résumé méthodologique. Tu dois suivre des étapes. La première étape, c'est la présentation. En une phrase, tu dois nous dire qui a rendu la décision, en quelle année, sur quel thème et sur quel fondement juridique, quel article, quel visa. Ensuite, la deuxième étape, c'est expliquer les faits de manière chronologique en qualifiant juridiquement les parties. Ensuite, troisième étape, c'est la procédure, nous expliquer qui est allé voir le juge en premier. Pour quelle raison? Et qu'est-ce qu'a rendu le juge? En première instance, en appel, et qui a saisi la cour de cassation? Qui a fait le pourvoi en cassation? Ensuite, la prochaine étape, c'est la problématique juridique. La problématique juridique, elle doit être générale, elle doit être impersonnelle, elle doit pouvoir se répondre par oui ou par non. Enfin, dernière étape de la fiche d'arrêt, c'est la solution. Qu'est-ce qu'a rendu la cour de cassation du coup? Quelle est sa décision finale? Est-ce qu'elle donne raison à la personne qui l'a saisie ou au contraire, est-ce qu'elle lui donne tort? Donc ça, c'est la fiche d'arrêt. C'est un exercice que tu verras dès la rentrée. Et sache une information assez importante, c'est que la fiche d'arrêt, c'est l'introduction de ton commentaire d'arrêt. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à faire le commentaire d'arrêt, soit en première année, soit en deuxième année, tu vas faire un commentaire, comme tu faisais au lycée un commentaire de texte. Bon, un commentaire a toujours une introduction. L'introduction pour le commentaire d'arrêt, eh bien, c'est ce qu'on appelle la fiche d'arrêt. Et c'est l'exercice que tu vas amorcer dès la rentrée. Ensuite, dernier exercice que tu verras à la fac en première année, ça va être l'analyse d'arrêt. L'analyse d'arrêt, c'est vraiment un exercice important qui est composé de 3 parties. Le sens, la valeur et la portée. Le sens de l'analyse, eh bien, c'est expliquer ce qu'a rendu la Cour de cassation. Il faut résumer sa manière de réfléchir, sa manière de raisonner et nous expliquer les fondements juridiques sur lesquels elle se base. Dans la valeur, là, tu dois critiquer, tu dois apporter ton sens critique, c'est-à-dire quelles sont peut-être les limites à cette argumentation qu'a rendue, quelles sont les limites de la Cour de cassation dans son raisonnement, ou encore des critiques positives, c'est-à-dire qu'est-ce que ça apporte, ou encore des critiques positives. La critique, ça se crée grâce aux cours, grâce au TD, et surtout à ta manière de réfléchir. Pose-toi la question très simplement. Toi, tu en penses quoi de la décision? Tu es surpris? Tu trouves ça juste? Injuste? Et ensuite, tu essaies de savoir pourquoi tu as ce sentiment. Si tu suis ton instinct, tu trouveras des arguments très intéressants. Enfin, la portée, c'est l'impact de la décision dans le temps, c'est-à-dire que tu vas prendre la jurisprudence et tu vas te dire, bon, l'arrêt que je suis en train de commenter, d'analyser, il se situe dans quelle chronologie? Est-ce qu'il n'y aurait pas une décision de justice contradictoire qui aurait été rendue avant, auquel cas, ça ferait peut-être de notre arrêt un revirement de jurisprudence. C'est-à-dire que la jurisprudence, la décision, les juges ont changé leur manière d'interpréter le droit. Et oui, ça existe. Et la portée, tu l'as construit grâce à tes recherches juridiques dans ton code ou encore grâce à ton cours. Enfin, tu peux aussi voir le commentaire d'arrêt. Donc comme je t'expliquais, le commentaire, c'est la fiche d'arrêt en introduction, puis 2 parties, 2 sous-parties où tu vas venir critiquer la décision de manière positive, négative. Le plan qui fonctionne plutôt bien en commentaire d'arrêt, c'est dans une première partie
expliquer ce que dit la Cour de cassation, ce qu'elle affirme, et dans une deuxième partie, quel est l'impact de la décision dans le temps ou pour les parties. En tout cas, si tu as besoin de plus de conseils, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos. Tu peux également partager cette vidéo à tes amis. Et puis bien entendu, je te donne rendez-vous sur mon compte Instagram où je partage quotidiennement des astuces et des conseils pour réussir en première année de droit. Et je te donne rendez-vous également sur le site Libre de droit si tu veux t'équiper en manuel de droit pour réussir ta licence de droit. Je te souhaite un excellent parcours à la fac de droit. Crois en toi, moi je crois en toi. Continue à travailler, à te poser des questions et à te remettre en question. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!